Le vieux bus Volkswagen peinait laborieusement à monter la route de montagne sinueuse, tandis que sœur Camille Laurent regardait par la fenêtre poussiéreuse les sommets infinis des Pyrénées. La Française de 28 ans avait passé 3 ans dans un couvent à Lyon avant de se porter volontaire pour cette mission isolée dans les montagnes espagnoles. « Plus que 21 minutes, sœur !» cria le chauffeur local par-dessus le bruit du moteur. Son français approximatif était difficile à comprendre, mais Camille hocha la tête avec gratitude. Elle s'était préparée pour cette tâche pendant des mois, apprenant l'espagnol et étudiant intensivement la médecine de montagne. La mission Santa Rosa était si isolée dans les montagnes qu'il n'y avait même pas de réception de téléphone portable. Le village le plus proche était à 3 heures de route et la grande ville la plus proche était à une journée entière de voyage. Cet isolement n'avait pas découragé Camille, il l'avait attirée. Après sa formation d'infirmière et sa consécration en tant que nonne, elle aspirait à un véritable défi spirituel. La mission était dirigée depuis 8 ans par le père Gabriel Marchand, un Français de 41 ans originaire de Marseille qui accomplissait un travail extraordinaire auprès des montagnards locaux. Ses rapports à Rome étaient remplis d'histoires émouvantes, de guérison et de l'intégration lente des valeurs chrétiennes dans la culture traditionnelle de la montagne. Ce qui avait particulièrement impressionné Camille, c'était ses réflexions théologiques sur le lien entre la spiritualité locale et la foi chrétienne. Le père Gabriel écrivait sur les ponts culturels avec une profondeur et une sensibilité qu'elle avait rarement trouvées chez d'autres missionnaires. Le bus tourna un virage serré, et soudain la vallée s'ouvrit devant eux. La mission Santa Rosa gisait comme une oasis dans un creux naturel entre 3 montagnes. Les bâtiments blanchis à la chaux avec des toits de tuiles rouges étaient regroupés autour d'une petite église dont le clocher se dressait fièrement contre le ciel azur. « Hermoso, Verda ?» demanda le chauffeur avec un large sourire. « Beau, n'est-ce pas ?» Camille hocha la tête en silence. C'était effectivement magnifique, mais aussi d'une solitude écrasante. Elle n'arrivait pas à imaginer ce que ce devait être de passer des mois ici sans contact avec le monde extérieur. Alors que le bus s'arrêtait devant l'église principale, une silhouette sortit de l'ombre. Le père Gabriel Marchand était plus grand que Camille ne l'avait imaginé, avec de larges épaules et une aura naturelle d'autorité. Ses cheveux foncés étaient déjà striés de gris aux tempes et sa peau bronzée témoignait de ses années passées sous le soleil espagnol. « Sœur Camille !» lança-t-il en français avec un sourire chaleureux en s'approchant du bus. « Bienvenue à Santa Rosa. Votre voyage a dû être épuisant. » Camille descendit du véhicule et sentit immédiatement ses jambes trembler après le long trajet. L'air de la montagne était plus léger que prévu et elle dut s'arrêter un instant pour reprendre son souffle. « Père Gabriel, c'est un honneur d'être enfin ici. Le paysage est à couper le souffle. »« C'est vrai, » acquiesça-t-il en soulevant ses bagages du bus. « Mais cela peut aussi être difficile. L'isolement, l'altitude, les variations extrêmes de température, ce n'est pas fait pour tout le monde. » Camille remarqua quelque chose dans son ton, une sorte de test ou d'avertissement, mais elle sourit avec assurance. « Je suis venu ici pour servir, père. Les défis font partie de la vocation. » Il la scruta intensément pendant un moment, ses yeux sombres semblant voir à travers elle. « Nous verrons, » murmura-t-il, mais son sourire revint. La mission se composait de 5 bâtiments principaux. L'église centrale, la résidence du père Gabriel, une petite maison d'hôtes pour les visiteurs, l'école et la clinique. Camille fut affectée à la maison d'hôtes, un bâtiment modeste avec 2 pièces, une petite salle de bain et une minuscule cuisine. « L'eau vient de la source de montagne », expliqua le père Gabriel en lui montrant les installations. « Elle est propre et froide, mais la pression est parfois faible. Le générateur ne fonctionne que de 18 rises à 22 ans, alors utilisez la lumière électrique avec sagesse et soyez prudente avec le poêle à bois. Les nuits peuvent devenir étonnamment froides, même en été. » Les premiers jours s'installèrent dans une routine. Camille traitait les patients le matin, enseignait à l'école l'après-midi et aidait au jardinage le soir.
Le père Gabriel était toujours à proximité, initialement sous prétexte de l'aider avec la langue ou d'expliquer les particularités culturelles. Ce qui, cependant, dérangeait de plus en plus Camille, c'était ses commentaires sur la physicalité et le toucher naturel, toujours enveloppés dans le contexte de la culture locale. Les montagnards ont une relation très directe avec le corps humain, expliqua-t-il un soir. Pour eux, la nudité est naturelle. Le toucher est guérisseur. Vous ne devriez pas être pudique. À la fin de la première semaine, alors qu'elle était seule dans sa petite maison d'hôte, on frappa à sa porte. Le père Gabriel se tenait sur le pas de la porte, son visage marqué par d'étranges ombres. « Sœur Camille, nous devons parler de votre adaptation », dit-il d'une voix qui sonnait soudainement tout à fait différente d'avant. La deuxième semaine à Santa Rosa commença pour Camille par un sentiment de malaise. Le père Gabriel se comportait différemment depuis cette soirée. Ses regards étaient devenus plus intenses, ses commentaires plus personnels. Ce qui était initialement déguisé en éclaircissement culturel se révélait lentement comme quelque chose de beaucoup plus menaçant. « Sœur Camille, dit-il un matin alors qu'ils triaient des médicaments ensemble, vous êtes une femme extraordinaire, si intelligente, si dévouée. C'est dommage que vous ayez choisi une vie sans intimité humaine. » Camille leva les yeux surprise. « Père, mon vœu est mon libre choix, » répondit-elle fermement. « Mais ne comprenez-vous pas que Dieu nous a créés comme des êtres sexuels ?» insista-t-il. « Même ici, parmi les montagnards, les guides spirituels ne vivent pas dans le célibat. Ils comprennent que l'union spirituelle et physique vont de pair. » Ces conversations devinrent plus fréquentes et explicites quotidiennement. Le père Gabriel trouvait des raisons de la toucher au travail. Une main sur son épaule en expliquant. Un effleurement de son bras en passant, se tenant trop près en lisant ensemble des textes médicaux. À la fin de la deuxième semaine, il l'invita à se promener jusqu'aux sources chaudes au-dessus de la mission. « Il est important que vous compreniez les lieux spirituels des montagnards, » dit-il. « Ces sources sont sacrées pour eux, un lieu de purification et de renouveau. » Les sources chaudes s'avérèrent être des bassins naturels dans les rochers d'où s'élevait de la vapeur. Les montagnards se baignent ici ensemble, hommes et femmes, vieux et jeunes, expliqua le père Gabriel. Pour eux, c'est tout à fait normal. Nous, occidentaux, avons malheureusement développé beaucoup d'inhibitions. Lorsqu'il commença à enlever sa chemise, comme pour démontrer le naturel, Camille se détourna immédiatement. « Père Gabriel, ce n'est pas approprié. »« Sœur Camille, » dit-il d'une voix patiente, « vous devez surmonter vos préjugés occidentaux. Comment pouvez-vous comprendre les montagnards si vous êtes vous-même pleine de honte ?» Le chemin du retour se fit en silence, et Camille sentit une nouvelle tension entre eux. Dans les jours qui suivirent, le comportement du père Gabriel devint nettement plus direct. Ses commentaires devinrent plus personnels, ses attouchements plus fréquents et prolongés. « Vous savez, Camille, dit-il un soir au dîner, en toutes mes années ici, j'ai souvent pensé que Dieu m'enverrait quelqu'un comme vous, quelqu'un qui me comprend, qui partage ma solitude. Père Gabriel, vous parlez de choses qui ne sont pas justes, répondit Camille, sa voix tremblante. Nous avons tous deux prononcé des vœux. Vœux, répéta-t-il moqueur, prononcés par des personnes qui n'ont jamais connu la véritable solitude de la mission. Une semaine plus tard, alors qu'un orage soudain balayait les montagnes, le père Gabriel frappa à sa porte tard le soir. « La clinique est inondée !» cria-t-il. « Nous devons sauver les médicaments. » Camille enfila précipitamment ses vêtements par-dessus sa chemise de nuit et ouvrit la porte. Le père Gabriel se tenait devant elle, trempé, sa chemise blanche collant de manière transparente à son torse musclé. « Il est trop dangereux de sortir maintenant, » dit-il, entrant sans y être invité dans son petit salon. « Nous devons attendre que la tempête se calme. » Par sa fenêtre, Camille pouvait voir que la clinique était sur un terrain plus élevé et complètement sèche. Mais elle n'osa pas l'accuser de mentir. « Avez-vous des vêtements secs pour moi ?» demanda-t-il, commençant déjà à enlever sa chemise mouillée. « Je vais attraper froid. »« Père, s'il vous plaît, » protesta Camille, détournant le regard.
Ce n'est pas approprié. Vous devriez aller dans votre propre maison. Ma sœur, ne soyez pas si prude, répondit-il avec un rire qui ne sonnait pas tout à fait naturel. Nous sommes seuls ici dans les montagnes, loin des règles rigides de Rome. Dieu voit nos cœurs, pas nos vêtements. Il s'approcha, sa poitrine nue fumant dans l'air chaud de la pièce. L'odeur de son corps, sueur, savon et quelque chose d'autre, quelque chose de masculin, remplit ses narines. « Vous savez, Camille, dit-il doucement, sa voix à peine audible par-dessus la pluie, en toutes mes années ici, j'ai souvent pensé que Dieu m'enverrait quelqu'un comme vous. Père Gabriel, vous parlez de choses qui ne sont pas justes, répondit Camille, sa voix tremblante de peur. Nous avons tous deux prononcé des vœux. Son expression changea brusquement. Le masque faible et doux tomba, révélant quelque chose de dur et de dangereux en dessous. « Péché !» répéta-t-il d'une voix froide. « Sœur Camille, vous oubliez où vous êtes. Vous êtes une invitée dans ma mission, dépendante de ma protection, de ma guidance. Je suis la seule autorité ici, le seul contact avec le monde extérieur. » La menace était subtile, mais indéniable. Camille se laissa retomber lentement sur sa chaise, son cœur battant de peur et de confusion. Dans quel piège était-elle tombée? Cette nuit-là, elle resta éveillée, fixant le plafond. L'isolement de la mission, qu'elle avait initialement considérée comme un défi spirituel, lui semblait maintenant une prison. La 3e semaine, à Santa Rosa, se transforma en un cauchemar pour Camille, un cauchemar de honte, de désespoir et de routine forcée. Le père Gabriel s'était révélé être le véritable maître de la mission, exploitant sans pitié sa dépendance totale. Chaque soir, lorsque les montagnards étaient rentrés dans leur hutte lointaine et que la mission était enveloppée dans l'obscurité, ils venaient la voir. Camille avait cessé de se battre. La réalité de sa situation était limpide. Elle était à des centaines de kilomètres de toute civilisation, dans une région où la parole du père Gabriel était loi. Il contrôlait la seule radio, organisait les rares voyages d'approvisionnement et était le seul lien entre elle et le monde extérieur. Pendant la journée, elle continuait son travail à la clinique mécaniquement, traitant les montagnards avec le même soin qu'avant, mais son âme se sentait vide. Les femmes locales semblaient sentir que quelque chose n'allait pas. Maria, une jeune mère avec un enfant malade, observait souvent Camille avec des yeux inquiets. Le père Gabriel jouissait de son nouveau pouvoir avec une satisfaction sadique. Il forçait Camille à s'asseoir à côté de lui pendant les repas, à tolérer sa main sur sa jambe et à écouter ses commentaires intimes sur son développement spirituel. « Voyez comme vous êtes devenu plus calme, » dit-il un après-midi au déjeuner. « La résistance au plan de Dieu ne faisait que vous tourmenter. Maintenant, vous trouvez enfin votre véritable place. » Mais 3 semaines après le début de son épreuve, Camille remarqua un changement dans le comportement du père Gabriel. Il semblait agité, irritable, et leur rencontre forcée était devenue de plus en plus agressive et désespérée. Un après-midi chaud, fin août, il fit une suggestion inhabituelle. « Viens Camille, nous allons nous baigner dans les cascades sacrées en contrebas de la mission. Les montagnards disent que l'eau là-bas a des pouvoirs purificateurs. L'eau là-bas était différente de celle de la source de montagne propre. Elle venait d'une zone marécageuse en amont et avait une légère teinte verdâtre. Après cet incident dans les eaux contaminées, le père Gabriel commença à se comporter étrangement. Il se plaignait de maux de tête, de nausées et de faiblesse générale. Une semaine plus tard, lorsque Camille ouvrit la clinique tôt le matin, elle entendit des cris de panique provenant de la maison du père Gabriel. Elle courut et le trouva par terre dans ses toilettes primitives, tordu de douleur. « Que m'arrive-t-il » halta-t-il, son visage livide de terreur. « Camille, aidez-moi » Elle l'aida à se relever et il s'appuya lourdement sur elle. « Je ne peux pas. Ça fait tellement mal d'uriner et il y a quelque chose d'horrible. » Camille l'emmena à la clinique, se forçant à maintenir une distance professionnelle. « Vous devez me donner un échantillon d'urine, père. Je dois voir ce qui ne va pas. »
Quelques instants plus tard, il lui tendit une tasse avec des mains tremblantes. Camille regarda l'horreur dans le contenu. L'urine était sanglante et trouble, mais le plus macabre étaient les petites structures ressemblant à des vers qui s'y déplaçaient. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, attrapant son manuel de médecine. « Père Gabriel, vous avez une grave infection parasitaire. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il d'une voix paniquée. Camille feuilleta frénétiquement les pages. Schistosomiase, une maladie tropicale transmise par l'eau douce contaminée. Les larves pénètrent la peau et se développent en vers dans la vessie et les voies urinaires. Les cascades, murmura-t-il, l'eau était contaminée. Ces parasites peuvent survivre pendant des mois dans l'eau stagnante ou à faible débit, expliqua Camille machinalement, surtout dans les eaux chaudes et riches en minéraux. « Pouvez-vous le traiter ?» demanda-t-il désespérément. Camille le regarda froidement. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit quelque chose de similaire à la satisfaction. « Cela nécessite des médicaments spéciaux que nous n'avons pas ici, praziquantel ou oxamniquine. Sans traitement ?» Elle laissa la phrase en suspens. Le père Gabriel lui attrapa le bras. « Que se passe-t-il sans traitement ?»« Les vers se multiplient, » répondit-elle factuellement. Ils obstruent les voies urinaires, provoquent des saignements massifs, une insuffisance rénale. Dans les cas graves, cela conduit à la mort. Le père Gabriel s'effondra à la fois physiquement et mentalement. L'homme puissant qu'il avait terrorisé pendant des semaines était soudain une épave tremblante, dépendante de son aide médicale. « Camille, supplia-t-il, vous devez m'aider. S'il vous plaît, je ferai tout. » Elle le regarda longuement. Cet homme qui avait volé sa dignité, détruit sa foi et l'avait rendue prisonnière dans sa propre mission. Maintenant, il était devant elle, urinant littéralement des vers, une victime de sa propre cupidité et de son imprudence. « Je vais réfléchir à votre traitement, » dit-elle finalement d'une voix glaciale. Pour la première fois depuis des semaines, Camille voyait une voie à suivre, non pas vers la fuite, non pas vers la libération, mais vers quelque chose qui ressemblait à la justice. Les jours suivants apportèrent un changement radical dans la dynamique de pouvoir à Santa Rosa. Le père Gabriel, qui était un tyran régnant il y a à peine une semaine, gisait maintenant sans défense dans son lit, tourmenté par une maladie que seule Camille pouvait comprendre et potentiellement traiter. Ses symptômes s'aggravaient quotidiennement. Les parasites dans son système urogénital se multipliaient agressivement, causant non seulement les excrétions horribles ressemblant à des vers, mais aussi des douleurs intenses, une forte fièvre et une faiblesse croissante. Camille observa sa détérioration avec un détachement clinique. 3 fois par jour, elle lui rendait visite pour vérifier son état, prendre sa température et documenter la progression de l'infection. Elle tenait un journal médical détaillé, notant chaque aspect de sa maladie avec une précision scientifique. « Camille » haleta-t-il un matin particulièrement difficile alors qu'elle prenait sa température. « Je ne peux plus supporter la douleur. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose contre la douleur. » Elle le regarda froidement. « Les analgésiques dans notre pharmacie sont limités, père. Je dois les garder pour des urgences médicales sérieuses. »« C'est une urgence médicale, » protesta-t-il faiblement. « Non, » répondit-elle calmement, « c'est une conséquence naturelle de vos propres choix. Vous avez pris la décision consciente d'entrer dans des eaux contaminées malgré mes préoccupations concernant l'hygiène. » La communauté montagnarde remarqua rapidement l'absence du père Gabriel. Il célébrait habituellement des messes matinales quotidiennes et visitait les membres malades de la communauté dans leurs huttes lointaines. Maintenant, Camille était obligée de prendre en charge ses tâches. Un matin, après la messe improvisée, Maria, la jeune mère, parla à Camille dans un espagnol approximatif. « Padre Gabriel está muy enfermo, ¿verdad? Le père Gabriel est très malade, n'est-ce pas ?» Camille hocha la tête avec prudence. « Si, está muy enfermo. » Maria s'approcha et baissa la voix. « Mi abuela dice que los espíritus del agua están enojados. » Ma grand-mère dit, elle dit que les esprits de l'eau sont en colère. Camille fronça les sourcils. « Que quiere decir ?»
Qu'est-ce qu'elle veut dire? Maria expliqua avec difficulté. Las aguas sagradas no son para cosas malas. Mi abuela dice que l'agua castiga. Les eaux sacrées ne sont pas pour les mauvaises choses. Ma grand-mère dit que l'eau punit. Ces mots firent frissonner Camille. Les montagnards en savaient-ils plus sur le comportement du père Gabriel qu'elle ne le pensait? Ce soir-là, lorsque Camille rendit à nouveau visite au père Gabriel, son état s'était aggravé. Son visage était émacié, ses yeux enfoncés, et tout son corps tremblait de faiblesse. « Camille, murmura-t-il d'une voix rauque, j'ai quelque chose à vous confesser. » Elle attendit en silence tout en vérifiant son pouls faible. « Les autres sœurs avant vous, commença-t-il avec difficulté. Il y en a eu d'autres. » Camille se figea. Que leur est-il arrivé? Elles ont refusé. Elles ne voulaient pas comme vous. Sa voix se transforma en murmure. Marine s'est enfuie. La nuit, elle s'est perdue dans les montagnes. Nous n'avons jamais retrouvé son corps. Et l'autre? Amélie. Elle est tombée malade, très malade. Fièvre tropicale. Elle est morte ici, dans ce lit. Il toussa faiblement. J'ai rapporté à Rome qu'elle était morte du paludisme. La vérité frappa Camille comme un coup physique. Elle n'était pas la première victime du père Gabriel. Il avait développé un schéma systématique d'abus, et les femmes qui résistaient mouraient ou disparaissaient. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Parce que je suis en train de mourir, » répondit-il. « Je le sens. Ces vers, ils me dévorent de l'intérieur et je ne veux pas mourir seul avec ces secrets. » Camille se leva lentement. « Vous ne mourrez pas, père, du moins pas de la schistosomiase. » Il la regarda confusément. « Que voulez-vous dire? » « Avec le traitement approprié, cette maladie est guérissable. Praziquantel, un médicament antiparasitaire. Il est très efficace contre les vers schistosoma. » Elle marqua une pause, regardant son visage plein d'espoir. « Mais nous ne l'avons pas ici, et la radio est en panne. » C'était un mensonge. Camille avait secrètement observé le père Gabriel opérer l'appareil et avait mémorisé les fréquences et les codes. De plus, poursuivit-elle, il serait très difficile d'expliquer comment vous avez contracté une maladie tropicale transmise par l'eau, si vous n'avez prétendument nagé que dans les sources de montagnes propres. Le père Gabriel commença à comprendre la situation dans laquelle il se trouvait. Ses yeux s'écarquillèrent de prise de conscience et de peur. « Vous pourriez me sauver, balbutia-t-il, mais vous ne le ferez pas. Je pourrais vous sauver, confirma Camille calmement, mais d'abord vous devez me donner quelque chose. Quoi? Tout, je vous donnerai tout. Des aveux écrits complets sur Marine et Amélie, sur tout ce que vous leur avez fait, sur tout ce que vous m'avez fait, avec des dates, des lieux, des détails exacts. » Le père Gabriel hésita. Un aveu écrit le ruinerait, même s'il survivait. « Si j'avoue, alors vous me guérirez ? » « Alors je prendrai les dispositions nécessaires pour l'assistance médicale dont vous avez besoin, » répondit-elle prudemment. Cette nuit-là, Camille se rendit à la radio. Il était temps d'informer le monde extérieur de la vérité à Santa Rosa. Il fallut 3 jours angoissants au père Gabriel pour rédiger ses aveux complets. Sa main faible griffonna page après page de détails choquants sur 8 ans d'abus systématiques. Marine Dubois de Marseille, qui a disparu dans les montagnes en 2021 après avoir rejeté ses avances. Amélie Roussel de Nice, qui est morte d'une fièvre tropicale mystérieuse en 2019 après avoir menacé d'informer Rome de son comportement. Camille lut chaque ligne avec une horreur croissante et en même temps une froide satisfaction. C'était sa police d'assurance, son billet pour la liberté. Au 4e jour, le père Gabriel était devenu si faible qu'il pouvait à peine parler. Sa schistosomiase s'était considérablement aggravée. Son urine contenait désormais plus de sang que de liquide, et les parasites avaient visiblement atteint ses reins. « Camille, » murmura-t-il, les yeux injectés de sang, « j'ai tout avoué, tout. Maintenant,
Vous devez tenir votre promesse. » Camille plia soigneusement les pages manuscrites et les rangea dans un sac étanche. « Je vais organiser l'assistance médicale, » répondit-elle véridiquement. Cette nuit-là, Camille attendit que la mission soit complètement silencieuse. Puis, elle se glissa dans le bureau du père Gabriel. La radio se tenait dans un coin, couverte de poussière, mais toujours fonctionnelle. Avec des doigts tremblants, elle régla la fréquence de la police espagnole. Après plusieurs tentatives, elle obtint une réponse. « Aquí, Guardia Civil de Huesca. Qual es su emergencia ?» « Ici, la garde civile de Huesca. »« Quelle est votre urgence ?»« Mon nom est sœur Camille Laurent, » répondit-elle en espagnol. « Je suis piégée à la mission Santa Rosa dans la Sierra. J'ai des preuves de plusieurs crimes, y compris le meurtre et l'abus sexuel. » Silence à l'autre bout. Puis, « Sœur, pouvez-vous nous donner votre position exacte ?» Camille donna les coordonnées GPS qu'elle avait trouvées sur les cartes du père Gabriel. « J'ai des aveux écrits et j'ai besoin d'aide immédiate. Le coupable est gravement malade, mais je suis en danger. » « Compris. Nous enverrons un hélicoptère, mais avec ce temps, cela pourrait prendre 2 jours. J'attendrai, mais amenez un médecin. Il y a un cas grave de schistosomiase ici. » Après le contact radio, Camille retourna voir le père Gabriel. Il gisait inconscient, sa respiration superficielle et irrégulière. Elle vérifia ses signes vitaux professionnellement. Pouls faible, forte fièvre, signe d'insuffisance rénale. « Vous obtiendrez votre assistance médicale », murmura-t-elle à son oreille, bien qu'elle doutât qu'il puisse l'entendre. « Mais elle viendra sous forme d'arrestation et d'hôpital pénitentiaire. » Les 2 jours suivants furent les plus longs de la vie de Camille. Elle fournit au père Gabriel un minimum de médicaments, suffisamment pour le maintenir en vie pour son arrestation, mais pas assez pour soulager sa souffrance. Ses cris résonnaient dans toute la mission, mais Camille n'éprouvait aucune pitié. La communauté montagnarde devenait de plus en plus inquiète. La grand-mère de Maria, la vieille chamane, vint à la mission le 2e jour. Elle ne parlait que quelques mots d'espagnol, mais son message était clair. « Elle ha hecho cosas malas », dit-elle, en pointant la maison du père Gabriel. « Los espíritus del agua lo castigan. » Il a fait de mauvaises choses. Les esprits de l'eau le punissent. Le 3e jour, Camille entendit le bruit lointain des pales de rotor. L'hélicoptère de la police apparut au-dessus de la crête de la montagne, survola une fois la mission et atterrit sur une petite clairière à côté de l'église. 4 policiers en tenue de combat en descendirent, suivis d'un médecin et d'un médecin légiste. Camille courut vers eux, le sac étanche contenant les aveux fermement serrés dans sa main. « Sœur Camille Laurent ?» demanda le commandant en anglais. « Oui, c'est moi. Voici les preuves, » répondit-elle en remettant le sac. « Le père Gabriel est dans la maison principale. Il est gravement malade, mais conscient. » Le médecin se précipita vers le père Gabriel pendant que les policiers lisaient les documents. Camille traduisit les passages les plus importants, sa voix devenant plus forte à chaque détail horrible. « Mon Dieu !» murmura un des agents. « 8 ans. Combien de victimes ?»« Au moins 5 à ma connaissance, » répondit Camille, « mais il pourrait y en avoir plus. » Ils trouvèrent le père Gabriel dans un état critique. Le médecin le stabilisa pour le transport, mais son pronostic était sombre. « Il a besoin de soins intensifs immédiats, » expliqua le médecin. « Cette infection parasitaire est extrêmement avancée. » « Va-t-il survivre ?» demanda le chef des opérations. « Cela dépend de la rapidité avec laquelle nous pouvons l'emmener à l'hôpital, mais même alors... » Le père Gabriel fut chargé inconscient sur une civière. Alors qu'il le portait à l'hélicoptère, il ouvrit brièvement les yeux et regarda Camille. Son regard était un mélange de haine, de désespoir et d'une étrange gratitude. « Sœur Camille, » appela le commandant, « vous devez venir avec nous. Il y aura une enquête approfondie. » Camille hocha la tête, mais avant de partir, elle se tourna vers Maria et les autres montagnards qui s'étaient rassemblés. « La verdad sera conocida, dit-elle en espagnol, merecen un buen sacerdote. La vérité sera connue, vous méritez un bon prêtre. »
Maria hocha la tête sérieusement et posa sa main sur le bras de Camille. « Euste des valiantes, murmura-t-elle. Vous êtes courageuse. » Alors que l'hélicoptère s'envolait et que la mission Santa Rosa devenait de plus en plus petite sous eux, Camille regarda une dernière fois la vallée. Les cascades sacrées scintillaient sous le soleil de l'après-midi, enfin nettoyées du mal qui les avait contaminés. 6 mois plus tard, Camille était assise dans un bureau de la garde civile à Madrid, complétant sa déclaration officielle. Le père Gabriel avait survécu à sa schistosomiase, mais avait été arrêté pendant le traitement à l'hôpital pénitentiaire de Huesca. Les autorités espagnoles avaient trouvé des preuves d'au moins 7 cas d'abus sexuels et de 2 décès inexpliqués. « Sœur Camille, dit l'enquêteur, votre courage a peut-être empêché d'autres crimes. L'Église espagnole vous est profondément redevable. » Camille sourit amèrement. L'Église doit la justice aux victimes et un remplaçant digne pour Santa Rosa aux montagnards. Le procès du père Gabriel attira l'attention internationale. Les médias français et espagnols rapportèrent longuement sur l'affaire de la mission de la montagne de la terreur. Le témoignage de Camille au tribunal avait été détaillé et déchirant, mais elle avait dégagé une force tranquille qui impressionna de nombreux observateurs. « Je ne suis pas une héroïne », avait-elle dit au juge. « Je suis une survivante qui cherche justice pour toutes les femmes qui n'ont pas pu survivre. » Les preuves étaient accablantes. Les aveux manuscrits du père Gabriel, combinés aux preuves médico-légales et aux témoignages des montagnards, aboutirent à une condamnation pour multiples chefs d'abus sexuels et homicides involontaires. Le tribunal le condamna à 25 ans de prison. Sa schistosomiase avait causé des dommages irréparables à ses reins, un rappel à vie de ses crimes. Les parasites dans son corps ont fait ce que la conscience n'a pas pu faire, commenta un journaliste judiciaire. Camille elle-même avait un long processus de guérison devant elle. Elle quitta l'Église et retourna dans son pays natal, la France, où elle commença une thérapie et se consacra à aider les victimes d'abus. « Ma foi en Dieu a survécu », dit-elle dans une interview. « Mais ma confiance dans les institutions religieuses a dû être reconstruite. » Elle fonda une organisation appelée « Voix des survivantes », dédiée au soutien des femmes qui avaient été abusées dans des cadres religieux. Briser le silence est le premier pas vers la guérison, était sa devise. La mission Santa Rosa fut placée sous une nouvelle direction. Un jeune prêtre idéaliste nommé Père Thomas Vial reprit le travail avec les montagnards. La communauté fut d'abord méfiante, mais sa transparence et son respect pour la culture locale regagnèrent lentement leur confiance. Maria, la jeune mère qui avait soutenu Camille, devint la leader communautaire non officielle. Elle veilla à ce qu'aucune femme n'ait plus jamais à travailler seule avec le nouveau prêtre et à ce que la communauté ait voix au chapitre dans toutes les décisions importantes de la mission. Les cascades qui avaient causé la chute du père Gabriel furent vénérées par les montagnards comme un lieu de justice. La grand-mère de Maria, la vieille chamane, déclara « Les esprits de l'eau ont rétabli l'équilibre. Le mal a été payé par le mal. » 1 an après le procès, Camille reçut une lettre de Santa Rosa. Elle avait été écrite par Maria, laborieusement en français avec l'aide du nouveau prêtre. « Chère sœur Camille, les montagnes sont à nouveau en paix. L'eau est propre, et nous avons appris à prêter attention aux signes que les esprits nous envoient. Le père Thomas est un homme bon, mais nous le surveillons quand même. Votre courage nous a appris que nous devons nous protéger. La grand-mère dit que vous êtes toujours la bienvenue dans nos montagnes. Les cascades chantent votre chanson. » Camille pleura en lisant la lettre. C'étaient des larmes de chagrin pour ce qui était perdu, mais aussi des larmes d'espoir pour ce qui pouvait être guéri. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Camille travaille comme consultante pour des institutions religieuses à travers l'Europe, aidant à développer des mécanismes de protection pour les personnes vulnérables. Elle parle ouvertement de ses expériences et encourage d'autres survivantes à raconter leurs histoires. « La justice vient parfois sous des formes inattendues, dit-elle dans ses conférences. Parfois par les tribunaux, parfois par la nature elle-même. Mais elle vient toujours lorsque nous avons le courage de dire la vérité,
Le père Gabriel Marchand passe ses années restantes à la prison de Soto del Real près de Madrid. Sa santé est durablement endommagée par la schistosomiase et il nécessite des soins médicaux quotidiens. Ses codétenus connaissent ses crimes et il vit dans une peur constante. Parfois, dans ses cauchemars, il entend le bruit des cascades de Santa Rosa et ressent à nouveau les parasites dans son corps. C'est comme si les montagnes elles-mêmes ne le lâcheraient jamais. Et dans les eaux sacrées de la Sierra Madre, les sources coulent claires et pures, prêtes pour un nouveau commencement, une histoire.